Salut toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc un peu particulier, comme à chaque fois. Un truc dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, c'est mon test de QI. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Comment est-ce que ça a arrivé? Enfin, toute l'histoire de A à Z. Comme ça, vous allez bien comprendre mon background et pourquoi j'en suis arrivée à là, à accompagner les gens dans leur douance intellectuelle, accompagner autant de surdoués en tout cas, à ce stade de ma vie. Donc, comment est-ce que ça a commencé? J'ai pris des petites notes, pour une fois je suis organisée, voilà. Donc comment est-ce que ça a commencé? Donc au tout début, quand j'avais 3 ans et demi, faut savoir que j'ai un frère aîné qui a 4 ans de plus que moi. Et du coup, quand il y a une fratrie comme ça, généralement le plus petit avance et apprend plus vite que le grand, puisque bah il y a mimétique, copie, ce genre de choses. Et moi je copiais beaucoup mon frère, et quand j'ai eu 3 ans et demi, j'étais extrêmement jalouse parce que lui savait lire et écrire et pas moi. Du coup, j'ai saoulé ma mère pour que elle m'apprenne à lire et écrire pendant 3 semaines, et du coup à 3 ans et demi je savais déjà lire et écrire, donc ça m'a donné une avance certaine dans la vie. Donc je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que quand il y a suspicion de haut potentiel, faites attention à la fratrie, faites attention aux frères et sœurs, parce que généralement quand il y a un enfant qui est HP, les autres le sont aussi. Il me semble que quand mon frère était plus jeune, l'école a voulu lui faire sauter une classe, mais que mes parents étaient contre, pour une raison que j'ignore. Et ça ne s'est pas passé pour moi exactement, puisque en maternelle grande section, comme je savais déjà lire et écrire parfaitement, puisque ça faisait déjà, je sais pas, 2 ans je crois que je savais lire et écrire, la maîtresse a dit à ma mère que de toute façon j'étais très en avance, et que ça servait à rien de me faire passer la maternelle grande section où j'allais beaucoup m'ennuyer, donc je suis entrée en CP directement. Donc ça a été la première classe que j'ai sautée. Il y a eu des suspicions de haut potentiel par les maîtresses qui me suivaient. La première, certainement, parce qu'elle en a parlé à mes parents. Je me souviens très précisément de ce moment où tous les enfants étaient dans la cour de récré et moi non. Et où je vois ma maîtresse dans la classe, elle accrochait quelque chose, et donc je devais avoir 4 ans ou 5 ans, 4 ans probablement. Je la regarde et je lui dis: qu'est-ce que tu fais accroché là? Qu'est-ce que tu fais accroché là-haut comme un perroquet? Et ça l'a beaucoup fait rire, ça l'a beaucoup étonné que je connaisse le mot perroquet à cet âge-là, et surtout que j'avais bien utilisé cette phrase et ce genre de choses, donc ça a été une première suspicion pour elle. Et le fait que je sache lire et écrire, évidemment, ça a été un truc qui l'a conforté dans le fait que voilà, j'étais très en avance. D'ailleurs, c'était pas cette année-là, c'était plus tard. Donc en CE1, donc CP, CE1, 2 ans plus tard, un psychologue scolaire est venu dans notre classe pour nous faire réaliser une batterie de tests qu'on faisait tous ensemble dans la classe, qui était très rigolo, dont un test dont je me souviens très bien et très précisément, qui est le test de la ligne à faire à main levée. Ce test, il est fait pour savoir si un enfant, il y a une suspicion de douance intellectuelle ou pas. Comment c'est fait? On demande à un enfant de tracer une première ligne à la règle, puis une ligne à main levée en dessous, qui doit être droite elle aussi, et ensuite une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne. Et généralement, les enfants qui sont neurotypiques arrivent à peu près à faire les lignes, car ils se concentrent pour le faire. Mais un enfant HP, au-delà du défi intellectuel que ça représente de faire une première ligne, ensuite ça le saoule de plus en plus, et du coup les lignes deviennent de moins en moins droites, et c'était très saillant, très flagrant chez moi apparemment.
Du coup, il y a eu encore plus de suspicions, ce qui fait que la maîtresse a suggéré à mes parents de me faire sauter encore une classe et que c'était encore très saillant, encore plus parce que, encore une fois, mimétisme, je savais parfaitement mes tables de multiplication en CE1, j'avais déjà sauté une classe. Comment ça se fait? Parce que j'ai un frère qui a 4 ans de plus que moi et qui lui ne les connaissait pas du tout et il devait les réciter à haute voix tous les matins. Et moi je connaissais ces tables par cœur puisque je les entendais tous les matins. Donc ça a fini par rentrer. Au bout de cette deuxième classe qu'il fallait sauter, le système public ne voulait pas prendre le risque de prendre en charge une enfant qui avait 2 ans de moins que tous les enfants de sa classe, ce qui est normal puisque à cet âge-là, entre une enfant de 6 ans et une enfant de 8 ans, il y a énormément de différence. Du coup, il a fallu trouver pour mes parents une école spécialisée. Le problème des écoles spécialisées pour les surdoués, c'est qu'il faut passer un test de QI pour pouvoir y entrer. Donc c'est ce que mes parents ont fait. Et ça a été donc là, à mes 6 ans, 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, l'étape du test, l'étape ultime. Mes parents ne voulaient pas laisser ça à n'importe qui. Je crois qu'ils ont voulu absolument que ça soit une psychiatre. Pourquoi ça? Parce que mon père est médecin, que ma mère est infirmière et qu'ils avaient une totale confiance en le système médical. Donc je me souviens d'avoir fait une très très longue route pour faire ce test de QI. Je me souviens qu'il était chronométré, je me souviens qu'il y avait énormément de tests, il y avait des suites logiques qui étaient très frustrantes pour moi, mais aussi des tests avec des cubes qui doivent toujours être faits aujourd'hui, donc j'en parle pas trop, mais voilà. Et du coup, je me souviens très précisément de 2 choses. La première, c'est que la psychiatre m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie et que je lui avais répondu sculpteuse ou sculptrice ou un truc comme ça. Et ça l'avait fait beaucoup rire. Et la deuxième chose, c'est que quand elle a commencé les tests chronométrés, je prenais tout mon temps. J'avais 6 ans, je le rappelle. Elle m'a dit Tévi, il faut se dépêcher parce que c'est chronométré. Et je lui ai répondu, c'est c'est dans la précipitation qu'on rate les choses et qu'on perd du temps. Et ça, pour une enfant de 6 ans, c'est vrai que c'est très atypique, quoi. Hein. Et donc, voilà. Je me souviens aussi qu'elle avait mis ça dans le dossier, mais ça, on en reparlera plus tard, puisque l'étape de la restitution, moi, je l'ai pas vécue, ou en tout cas, je m'en souviens absolument pas. Je pense que la restitution a été faite... La restitution, c'est quoi? Attendez, j'en ai même pas parlé, désolée. La restitution, c'est le moment où la psychiatre, je ne sais pas si les psychiatres sont habilités en fait à faire des tests de QI. Peut-être que... Bon, je sais que mes parents avaient insisté pour que ça soit une psychiatre. Mais après, est-ce qu'ils en ont trouvé une ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la restitution, c'est quand la personne qui fait passer le test de QI restitue un dossier qui est généralement écrit, il me semble, un dossier papier. Le dossier est la restitution des résultats suite au test de QI. Donc il y a toute l'interprétation des résultats, le profil intellectuel complet, le profil de personnalité, le profil émotionnel, intellectuel, où est-ce qu'il y a les points forts, les points faibles, etc. etc. Et donc cette restitution, moi je m'en souviens absolument pas, je sais jusqu'à la fin. J'étais surdouée, youhou, le score, les trucs, les machins, ça je ne le savais pas. En même temps, peut-être que mes parents se sont dit, elle a 7 ans. Je rappelle aussi que mes parents sont extrêmement maltraitants psychologiquement parlant. Donc je ne pense pas qu'ils me pensaient assez mature ou intelligente intellectuellement pour prendre le temps de m'expliquer ces choses-là. En tout cas, moi je me souviens pas de la restitution, pas du tout. Donc suite au fait que j'ai passé le test de QI et que j'ai effectivement été diagnostiquée au potentiel, sachant qu'on disait pas au potentiel à l'époque, c'était il y a 20 ans quand même, plus de 20 ans quand même, du coup on devait dire surdoué très certainement. À ce moment-là,
a commencé la recherche d'un établissement scolaire spécialisé dans la prise en charge des enfants précoces. Précoce, c'est un nom que j'utilise pas beaucoup, tiens. Bon, bref. Donc, une fois que le test a été passé, la restitution faite, mes parents ont cherché. Donc, ils ont trouvé 2 établissements dans les Yvelines, là où j'ai grandi. Le premier, c'était une école qui était censée être spécialisée dans la prise en charge des enfants surdoués. Une école dont le système est extrêmement maltraitant, puisque quand je faisais pas bien mes devoirs ou quelque chose comme ça, je n'avais pas le droit d'aller à la récréation, je devais rester pour faire mes devoirs pendant ce temps-là. Et je trouvais ça extrêmement maltraitant, et je le pense toujours d'ailleurs, que c'est extrêmement maltraitant d'obliger un enfant à faire ses devoirs. Surtout quand il en a pas besoin, parce qu'il est surdoué. Et du coup, avant d'aller... Je mets énormément de temps à dire cette phrase. Avant d'aller en cours dans cette école-là, en sachant que j'étais en CM1, donc je devais avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans à tout péter. Pendant le trajet en voiture de chez moi jusque l'école, je faisais des crises terribles de maux de ventre qui se répétaient tous les matins et qui se sont répétés tous les matins pendant 2 semaines. Et ça a été tellement violent que mes parents ont décidé de ne pas me laisser dans cette école-là et de choisir une autre école. Et c'est là où ils ont choisi le Graal intégral, qui était l'école Montessori. Qu'est-ce que c'est qu'un système Montessori ? Un système Montessori, c'est une école dans laquelle l'enfant est autonome dans ses apprentissages, choisit lui-même ce qu'il veut apprendre. Donc c'est lui qui choisit ses exercices, c'est lui qui choisit la matière qu'il veut apprendre, etc., etc. Il a des fiches qu'il remplit avec des exercices, et une fois qu'il a fini ses exercices, il les apporte à la maîtresse qui les corrige et qui lui attribue un espèce de score. C'est pas des notes, mais je me souviens qu'il y avait des couleurs à l'époque. Donc vert, ça voulait dire acquis, orange à travailler, et rouge non acquis. Et le but du jeu, c'était d'obtenir le plus de verts possible, évidemment, même si on s'en foutait un peu des notes à l'époque, et c'est un système qui est pas trop mal. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que d'être surdoué, parce qu'il y avait des enfants dans ma classe qui avaient sauté 5 classes, donc il y avait des enfants qui avaient 3-4 ans, qui savaient déjà parler 3 langues, et qui étaient beaucoup, beaucoup plus intelligents que moi à cette époque-là. Et d'ailleurs c'est très étonnant, quand on pense qu'on est le plus intelligent, de se retrouver avec des gens qui sont plus intelligents que soi. Et puis c'était encore plus étonnant de se retrouver avec des gens qui étaient moins adaptés socialement que moi, moins adaptés émotionnellement que moi, et aussi moins intelligents parfois, puisque le système Montessori n'est pas fait que pour les surdoués, mais il est aussi fait pour les enfants qui ont un manque d'adaptabilité intellectuelle. Et il y avait un enfant qui avait un retard mental léger dans ma classe, qui avait des problèmes cardiaques et ce genre de choses. Donc c'était assez compliqué pour lui de suivre des cours et d'être autonome dans son apprentissage, puisqu'il avait des problèmes d'apprentissage tout simplement. Donc je me souviens très bien, je me souviens même encore de son prénom à cet enfant, donc c'était dingue. Et je m'en souviens parce que quand je suis... bon, on en reparlera plus tard. Du coup, je suis restée 2 ans en système Montessori, 2 ans pendant lesquels ça a été assez cool intellectuellement, mais beaucoup moins émotionnellement et socialement, puisque je ne... D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi, mais il y avait des enfants qui me paraissaient neurotypiques, franchement. C'était les enfants du directeur et de la directrice de l'établissement, qui étaient franchement visiblement pas surdoués, et qui trouvaient souvent que chaque nouvel apprentissage pour moi, chaque nouvelle victoire pour moi était... et chaque démonstration de bonheur à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau
bah tout ça c'était de l'arrogance et quelque chose qu'il fallait absolument pointer du doigt. Euh, J'étais rejetée parce que j'étais intelligente, même en école Montessori. Donc, même si c'est un système qui est particulièrement adapté aux enfants précoces, euh, ça ne protégera pas vos enfants du rejet, de la marginalisation et de la maltraitance. Donc il faut faire attention à ça aussi, même dans ce système-là. Donc je suis restée 2 ans en école Montessori. Il faut savoir que c'est un système dans lequel il est très difficile d'entrer et qui est très cher, même pour un père médecin et une mère infirmière. C'était très cher apparemment. Je ne connais pas les prix puisque l'argent était quelque chose de très tabou dans ma famille, en même temps quel sujet n'était pas tabou dans cette famille. Même ma douance intellectuelle était quelque chose de tabou dans cette famille, donc voilà. Mais en tout cas, je sais que si je ne suis restée que 2 ans en système Montessori, c'est d'une part parce que ils se sont rendus compte que les enfants de la directrice étaient extrêmement maltraitants avec moi. Ce qui est fou parce qu'ils se sont pas rendus compte de leur propre maltraitance envers moi aussi. Enfin bon, ça, c'est pas le sujet non plus, mais voilà. Donc, d'une part, ils se sont rendus compte de ça, et puis d'autre part, ils pouvaient pas assurer financièrement, apparemment, c'était beaucoup trop cher. Et ils ont préféré me mettre dans un système privé qui était censé lui aussi prendre en charge ma précocité intellectuelle, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, quand j'ai atteint la 6e, j'avais 2 ans d'avance, j'avais 2 ans de moins que tout le monde dans ma classe, et je suis retournée dans un système normal, dans un système normatif, bien que ce soit une école privée. Et vu que la vidéo est déjà longue, hein, presque 20 minutes, on va s'arrêter là et on va passer à la partie 2 qui arrivera certainement demain. Donc voilà, ça c'était la première partie de ma toute petite enfance à ma 6e. Il s'est passé tout ça. Tout ça, c'est tout ce qui s'est passé pendant ma scolarité. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon test de QI. Faut savoir que ça ne se passe pas comme ça chez tout le monde, faut savoir qu'il y a souvent des restitutions qui sont très bien faites, et encore une fois je vous le dis, j'avais des parents qui étaient extrêmement maltraitants psychologiquement parlant, donc ça n'est pas comme ça que ça se passe chez tout le monde. Normalement la restitution elle se fait avec les parents et avec l'enfant. Il faut aussi savoir, et ça je l'ai su grâce à une psychologue qui me suit sur Instagram, d'ailleurs si vous connaissez pas mon compte Instagram, je vous invite à me suivre sur ce réseau social là. Elle m'a expliqué que le dossier de restitution après un test de QI, c'est quelque chose qui se garde pendant une durée indéfinie, il me semble. Il faudra que je lui demande. Et du coup, si vous avez passé un test de QI, que vous savez encore dans quel établissement vous l'avez passé ou chez qui vous l'avez passé, et que ça fait 10 ans, 15 ans que vous l'avez passé, que vous n'avez jamais eu la restitution, vous pouvez encore la demander chez le professionnel de santé qui vous l'a fait passer. Donc pensez-y, c'est une information qui est extrêmement importante, et relayez-la, franchement c'est hyper important. Et je remercie la personne qui m'a donné cette information, c'était une information top, merci beaucoup, j'ai une communauté vraiment super. Voilà. Si tu as besoin de plus d'informations sur la prise en charge du haut potentiel ou simplement que tu te reconnais dans ce genre de profil avec une intelligence en arborescence et énormément d'hypersensibilité, d'anxiété, ce genre de choses. Eh bien, il y a un lien pour me contacter, un appel, ça ne coûte rien et ça peut débloquer plein de choses dans la barre d'infos. Ça me permettra moi de connaître les gens qui me suivent et aussi toi de voir comment moi je travaille et comment je peux apporter de la valeur à ta situation pour le moment. Voilà. N'hésite pas à le faire. Et si jamais c'est quelque chose, ces histoires-là sont quelque chose qui t'intéresse énormément, tu peux t'inscrire dans la newsletter que je publie tous les jours dans la description. C'est tout. Voilà. Si tu as un témoignage toi aussi à faire passer, tu peux le mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir et je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Voilà. À demain. Allez, bisous.